à des rapatriements de nos compatriotes en situation irrégulière en Espagne. À midi, 3 minutes, fusion chemin de fer du Sénégal et Grand Train du Sénégal. L'idée a été agitée lors d'un séminaire qui a réuni les acteurs des différents secteurs des transports et leur ministre de tutelle. Les syndicats du rail se disent convaincus que si l'État concrétise ce vœu par un accompagnement efficace, cela va sans doute rendre le secteur ferroviaire puissant, mais aussi unifier deux familles qui étaient divisées. Seydou Nourouba. Babacar Gaye, secrétaire général du SUTRAI, le syndicat unique des travailleurs du rail, rappelle que la division des chemins de fer et des grands trains du Sénégal est juste née d'une privatisation. Avec la privatisation de 2023, on est passé à deux sociétés distinctes. Donc aujourd'hui, on a vu aussi avec l'idée de séparer les deux sociétés depuis 2020. Bon, ça n'a cessé de créer quelques amalgames et confusions, notamment dans la répartition des missions. Aujourd'hui, donc, si nous voyons l'État donc dans la dynamique de les regrouper encore, donc nous, cheminots que nous sommes, étant une famille, étant donné que tous les anciens des ETS étaient ici même au niveau des chemins de fer, donc nous ne pouvons que accueillir l'idée. Fusionner donc, la famille cheminote ne peut qu'être synonyme d'une société forte. Mben Senkeban est la secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs du rail. Donc on va vers une société forte, une société qui sera apte à prendre tous ces paramètres-là en compte. Bon, l'État y gagnera de la rationalisation comme l'État le veut, bien sûr, mais nous, non seulement nous allons unir une famille qui a été divisée dans le passé par une privatisation, encore divisée aussi par des textes qui les ont créés récemment, et ça va nous permettre d'unir nos forces. Quand on parviendra à mutualiser nos experts et nos expertises, les GTS et CFS, on pourra mettre sur place, on pourra développer le secteur ferroviaire. Les deux syndicats qui se disent préoccupés par la relance efficiente des chemins de fer attendent l'accompagnement de l'État pour concrétiser l'idée de fusion des chemins de fer et des grands trains du Sénégal. Le secteur des transports, toujours avec les courses-poursuites des bus sur les routes qui sont souvent source de nombreux accidents, des accidents mortels la plupart du temps. Selon certains usagers, des sanctions sévères pourront régler ce problème. D'autres évoquent un manque de lucidité chez certains conducteurs. Le reportage est signé Salimata Aou. Au garage des transports en commun aux HLM, le chaud-soleil dicte sa loi. Tout en sueur, cette dame attend son bus sur les bancs installés pour l'occasion. Elle évite nos questions. La course-poursuite des bus sur les routes, un sujet qui intéresse Pape. Il est vendeur de boissons chaudes au garage. Pour lui, c'est juste un manque d'éducation. waaw te tegal liggéey teg ko ci yoon am na ku kenn ku nekk soo di wër sax rek ngay liw waaw bii si moom dañu war di liggéey comme Dakar dem dikk ni muy liggéeyee waaw loolu moom mooy seen rôle mais dañu ko bëgg di liggéey comme car rapide te loolu moo rafetul ci daal waaw mais si ay tamit dañuy wax ba sonn sax mais gars yi duñ leen lijjanti seen rôle daal lañ ñu deful daal war nañu xoolaat seen taxawaay bu baax a baax. Non loin de ce jeune, Amadou est chauffeur. Il prend son petit déjeuner en attendant que son véhicule fasse le plein. Il souligne le manque de lucidité chez certains. ñu jox permis la quoi waaw loolu kese la lu leneen daa am xale yu tux am xale yu naan waaw ñuy tux ak naan nag moom boo ko defee doo mën a maîtriser oto boo bëggee double deuxième position wala troisième position nga mandi doo ko mën a def waaw ndax après sa fit day gis booba balaa ngay wàññeeku beneen oto bi dal sa kaw. Pour ces habitués de la route, on doit juste retirer les permis de ces fauteurs de troubles pour les sanctionner. chauffeur bu nekk da nga jàng code te code bi dafa am lu mu la tegtal règlement la ñu war di dawal daal loolu am na ci solo lool ak respecté woon te joxante cër te kenn ku nekk sa wër même jéegi beeg yooyu yëpp am na ci dagg ci da ngay gis koo xam ne nii day jéegi nga respecté ko ma jox ko kii muy dox nu ko neex ci kaw télé bi boo ko nee waaxul rek mu daal di la sànni loxo manque les respect. Des vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux montrant des chauffeurs de minibus Tata avec des comportements indéfendables. Seules des sanctions sévères pourront régler ce phénomène, estime la majorité de nos interlocuteurs. RFM, la radio de toute l'actualité.
La campagne agricole dans le Saloum, le directeur régional du développement rural fait état d'une bonne pluviométrie avec plus de 300 mm enregistrés en 19 jours. Samba Ndaotal, qui invite les agriculteurs à la vigilance, ajoute que près de 270 000 tonnes d'arachide et 380 000 tonnes de céréales sont attendues cette année. Le voici au micro de Fatoumo. Kaolack, au niveau régional, a enregistré un cumul moyen régional de 347 mm en 19 jours. C'est une situation qui est quand même déficitaire comparée à l'année dernière parce qu'on a accusé un déficit de moins 137 mm et de moins 3 jours. Mais c'est pas un déficit négatif sur les cultures. Cette année, c'est la ville de Kaolack ou la commune de Kaolack qui a été particulièrement pluvieuse et excédentaire parce que la commune de Kaolack a enregistré un excédent de 114 mm comparé à 2024. Mais la situation pluviométrique de cette année est jugée bonne comparée à la normale. Par rapport aux prévisions, les prévisions sont bonnes parce que si nous tenons compte de la tendance moyenne de ces 10 dernières années, à cela s'y ajoute l'effort accru en appui en engrais et plus particulièrement en engrais NPK qui a connu une hausse de 38%. Donc nous pouvons nous attendre à de bonnes productions, autant pour l'arachide et pour les céréales. Donc sur la base de ces tendances, si nous faisons le calcul, nous nous attendons à peu près à une production de 270 000 tonnes au plus pour l'arachide et à une production de 380 000 tonnes au plus pour les céréales, mil, maïs, sorgho et riz. Donc ce sont là les prévisions que nous avons sur la base des statistiques. La tendance moyenne de ces 10 dernières années, mais aussi l'effort accru en dotation en engrais minéral, mais aussi en engrais organique. À Bambey, une forme sévère de maux de ventre commence à inquiéter les populations de la commune de Ngoye dans le département de Bambey. Cette maladie répertoriée chez les équidés a terrassé 10 sujets dont 5 pertes enregistrées. Babacar Diouf. C'est une maladie qui se manifeste par des maux de ventre. Les équidés sont encore les seules cibles connues au niveau des villages de la commune d'Ngoye. Ali Ngom, conseiller municipal. Ces temps-ci, nous avons constaté donc des maux de ventre atroces qui attaquent donc les équidés, plus particulièrement les chevaux, et qui sont même en train de décimer donc en tout cas cette partie du cheptel. Le bilan est déjà lourd avec 5 chevaux déjà perdus et plusieurs en souffrance dans les enclos. Dans mon village, nous avons décelé une dizaine donc de victimes. Nous avons pu recenser une dizaine de victimes. Et il y a au moins 5 mortalités. Maintenant, c'est un phénomène qui commence donc à inquiéter la population parce que ça commence déjà à prendre de l'ampleur. Nous lançons donc en tout cas une alerte par rapport donc à ce phénomène et en tout cas portons à l'attention donc des en tout cas services compétents de ce phénomène qui est en train donc vraiment de prendre de l'ampleur et qui représente une réelle menace pour la population. Le service départemental de l'élevage que nous avons saisi confirme cette maladie équine est plus liée à la fatigue hivernale et au changement de régime alimentaire, confie M. Ba. Bambey, RFM Babacar Diouf. La lutte contre le paludisme à Kaolack, le district sanitaire, démarre à compter du 6 septembre prochain. La 3e phase de la campagne de chimioprévention. Plus de 2000 agents sont mobilisés pour la vaccination des enfants âgés de 0 à 120 mois en cette période d'hivernage dans la région. L'objectif est d'atteindre un taux de couverture de 80% selon les acteurs de la santé. Fatumbo. Les acteurs sanitaires du district de Kaolack sont à pied d'œuvre pour combattre le paludisme dans la région. Selon Serigne Abdoussek, superviseur du centre de santé, la période pluvieuse actuelle nécessite une campagne de chimioprévention efficace. Vous voyez nettement qu'il y a une forte pluviométrie. Et cette forte pluviométrie concourt à la prolifération des moustiques. Et en cette période de forte transmission, sous l'égide du PNLP, au niveau du district sanitaire de Kaolack, nous développons la stratégie chimioprévention du paludisme saisonnier. L'implication des parents est cruciale pour protéger les enfants âgés de 3 à 120 mois grâce à la vaccination. De demander à l'ensemble des parents et gardiens d'enfants de retenir les enfants au niveau des ménages pour qu'on puisse leur administrer ces médicaments-là
là. Il est important de noter que les soins médicaux sont gratuits en cas d'effets secondaires chez les enfants. Le district exhorte les parents à se rapprocher des centres de santé. Que si un enfant a eu à montrer des signes suite à la prise de ces médicaments-là, c'est de prendre l'enfant muni de sa carte et qu'on l'amène au niveau du poste de santé. L'enfant sera pris en charge gratuitement par rapport à ces plaintes. La troisième phase de la campagne de chimioprévention du paludisme débutera le 6 septembre prochain. La capitale du Saloum reste une zone rouge pour cette maladie selon les acteurs sanitaires qui ont mobilisé plus de 2000 agents. Fatumbo Kaulak, Radio Futur Média. Fatumbo, le Gamou de Tivaouane à moins de 3 semaines de l'événement. Les préparatifs vont bon train. Les autorités sanitaires ont lancé l'opération 0 cas de variole du singe. Le service d'hygiène de son côté a démarré les opérations de désinsectisation et désinfection dans la cité religieuse. Cheikh Anta Diop. Tivaouane, le Gamou de cette année coïncide avec l'hivernage et l'apparition des maladies vectorielles et des cas de variole du singe. Le service de l'hygiène de la région de Thiès arme ses hommes pour faire face à la variole du singe. Capitaine Idrissa Ndiaye est le chef régional de l'hygiène de Thiès. Des cas de variole du singe sont relatés de manière clairsemée dans différentes parties du globe, aussi bien en Europe qu'au niveau de l'Afrique. Heureusement qu'au niveau du Sénégal, nous n'avons pas de cas. On a parlé ces temps-ci de West Nile qu'on a retrouvé quelque part dans le Sénégal. Il y a aussi des cas de dengue, mais on a jugé nécessaire de prendre les devants. La prévention représente un défi majeur pour le service de l'hygiène de Thiès et les populations de Tivaouane. Constitué pratiquement de 300 personnes qui seront là utilisées dans le cadre de cet important événement religieux. On espère avec ces batteries d'activités que les pèlerins puissent venir au niveau de Tivaouane en toute quiétude et repartir sans avoir trop de difficultés sur le plan purement sanitaire. Khalifa Niang, le secrétaire général à l'organisation du COSCAS, appelle les populations de Tivaouane à participer à cette opération. À partir de ce vendredi, toutes les maisons seront désinfectées et tout ce qui est autour de la grande mosquée de Tivaouane. La logistique est en place. Le service de l'hygiène a ratissé large. Des relais communautaires sont même recrutés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, l'actualité politique. Le débat sur la suppression annoncée du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Quelle posture les députés non inscrits et ceux du Parti de l'Unité du Rassemblement doivent adopter? Si pour certains le projet est inopportun, d'autres estiment que c'est cohérent. La députée Sornaba est du PUR. Le PUR qui achemine toujours avec le PASTEF dont la coalition Yehui Askanui. Selon la militante du parti PUR, le projet de loi proposé par le chef de l'État entre en droite ligne avec les engagements qu'avaient pris les leaders de la coalition Yehui Askanui lors de sa création. C'est un point qui a été inscrit dans la charte constitutive de la dite coalition. En plus, lors de l'élection présidentielle, l'ensemble des candidats issus de la coalition l'avaient pris en compte dans leur programme de campagne pour qu'une fois au pouvoir, ils vont passer à la dissolution de ces deux institutions. Et sur ce, PUR reste conséquent et compte soutenir ce projet, nous dit la députée. Nous, à l'Assemblée nationale, en tant que députés de la coalition Yehui Askanui, nous n'avons jamais adopté le budget de ces deux institutions que nous avons toujours considéré comme budgétivore, car et qui connaît le PUR, c'est que chez nous, c'est la cohérence dans la démarche. Nous ne pouvons qu'être conséquents avec nous-mêmes et aussi respecter les principes qui nous lient dans la coalition Yehui Askanui. Donc nous allons soutenir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une autre, Marietou Dian, elle est du parti Réumi. À l'Assemblée nationale, elle est députée non inscrite. Déjà, elle s'interroge sur quel règlement intérieur se fier pour tenir une session extraordinaire. Sur quelle base on va se fier pour pouvoir convoquer les députés pour faire examiner un projet de loi qui vient de la présidence? Sur quel règlement intérieur on devrait se fier en ce moment-là? C'est des questions qu'on est en train de se poser. Selon la parlementaire, de quel droit va-t-elle voter ce qui n'était pas dans le programme de sa coalition lors de la dernière présidentielle? Moi, dans mon projet ou dans mon programme de campagne, il n'en a jamais été question d'éliminer
les deux institutions. De quel droit je vais le faire? J'ai pas l'impression de comprendre en réalité qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais c'est compréhensible aussi. C'est compréhensible parce que s'ils avaient fait la DPG, on aurait pu avoir des idées très claires de là où ils veulent aller. Les députés sont convoqués en commission ce samedi. Pour Mariette Dieng, elle attend les documents proposés pour étudier en commission. Quoi qu'il en soit, elle n'espère pas le faire. À midi 18 minutes, PASTEF a-t-il choisi d'éviter la presse privée sénégalaise dans la couverture des activités du palais de la primature? En tous les cas, elle n'est plus invitée. À la place, ce sont des TikTokers et des médias amis qui assurent la communication du projet. Les professionnels déplorent cette situation. Mohamed Ali Mouba. Ce n'est pas à proprement parler une censure en bonne et due forme, mais ça a tout l'air. Depuis que Sonko et Diomaye occupent respectivement la primature et le palais, les professionnels de l'information et de la communication ne couvrent plus les activités qui s'y passent. Mor Amar, le rédacteur en chef de Enquête Quotidien. Effectivement, ce constat, on l'a également fait au niveau de la rédaction de Enquête. Au début, on leur accordait un peu le bénéfice des circonstances atténuantes parce qu'on se disait que c'est un régime qui vient d'arriver et il a besoin en tout cas du temps pour mettre en place les équipes. Malheureusement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a une volonté quand même de libérer, de ne pas convier les médias classiques, de faire plus confiance en tout cas comme ils en ont l'habitude, aux TikTokers, aux Facebookers, et voilà, on en a pris acte. Je dois quand même préciser que depuis quelque temps, il y a une légère amélioration du côté de la présidence, je dois dire depuis que M. Djimbira est arrivé là-bas. Pour ce qui est de certains ministères, ce n'est pas du tout le cas. À un moment, je suis de ceux qui pensent que c'est la presse qui doit se faire respecter tout simplement. Pour le rédacteur en chef de CTV, ce n'est pas toute la presse privée qui est censurée. Les TikTokers et autres médias amis sont bel et bien conviés. Sékou Diémé est le rédacteur en chef de CTV. Je pense qu'il y a des médias, pour ne pas les provoquer, qui ne représentent rien du tout, qui sont invités. Je ne vais pas citer de nom, mais nous savons qu'il y a une certaine volonté manifeste aujourd'hui de vouloir mettre en place une nouvelle cartographie et réunir la presse sénégalaise. On pense qu'il y a une volonté manifeste aujourd'hui de vouloir créer de nouveaux médias qui vont sans doute travailler et faire ce travail de communication de ces nouvelles autorités. Le directeur de la rédaction de la RFM demande aux professionnels de l'information de réagir. Les journalistes doivent adopter la posture professionnelle qui s'y est. Le conseil il est là, ni la présidence ni la primature ne nous invitent au rendez-vous et auquel assistent les médias publics. C'est pas grave. À un moment, nous on se débrouille pour essayer de couvrir à notre façon, de piocher des sons ou des images par-ci et par-là. À un moment, ça faut qu'on arrête. Ça peut plus continuer comme ça. On nous invite, on couvre, on nous invite pas, on ne couvre pas. Il y a un autre volet, nos émissions. Aujourd'hui, il est difficile d'inviter un membre du pouvoir, du gouvernement, un directeur général de Société Nationale dans nos émissions. Mais ça, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Il faut qu'on mette du contenu dans nos émissions. Si les gens du pouvoir ne veulent pas venir à nos invitations dans nos programmes, c'est simple. On prend l'opposition. Il y a peut-être plus besoin de parler. Volonté de mettre au pas la presse privée sénégalaise et de diviser les professionnels, médias amis, médias ennemis, dans un style populiste et propagandiste. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Le Nigeria et le Niger vont reprendre leur coopération militaire. C'est pour lutter contre l'insécurité dans la région, a annoncé l'armée nigériane. La coopération avait été interrompue à la suite de la prise de pouvoir par les militaires à Niamey en 2023. Oumou Kalsoumli. Selon un communiqué du directeur de l'information du ministère de la Défense nigérian, le chef d'état-major de l'armée nigériane a rencontré mercredi à Niamey son homologue nigérien. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à reprendre et renforcer leur collaboration pour assurer la stabilité et la sécurité régionale. Le Nigeria s'est engagé à ne pas déstabiliser le Niger ou aucun autre de ses voisins. Le Niger, lui, a confirmé être prêt à reprendre une participation active dans la coopération militaire qui constitue la force multinationale. Les deux responsables militaires ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères, ce qui augmente l'insécurité et les conflits dans la région. Le général Moussa Barmou a accepté de se rendre prochainement au Nigeria pour finaliser les modalités de la coopération. Les relations entre Abuja et Niamey étaient presque rompues depuis l'arrivée au pouvoir
pouvoir des militaires au Niger en juillet 2023 et le renversement du président élu, Mohamed Bazoum. En Tunisie, à moins de 2 mois de la présidentielle, la justice valide la candidature d'un 5e prétendant. Celle de Mounder Zenaidi, qui avait été rejetée par l'instance en charge d'organiser et superviser le scrutin. Hier donc, le tribunal administratif lui a donné raison après avoir introduit un recours. Le même tribunal avait autorisé mardi déjà à Abdelatif Meki, ancien cadre d'Enarda, de se présenter. Sur 17 candidatures, l'ISE n'en avait validé que 3, dont celle de l'actuel président Kaïs Saïed, président sortant, candidat également à la présidentielle donc. Aux États-Unis, la candidate démocrate à la présidentielle de novembre prochain a tenu son premier entretien exclusif. Entretien diffusé hier jeudi sur la chaîne américaine CNN. Selon Kamala Harris, l'Amérique est prête à tourner la page Trump, qu'elle accuse d'avoir défendu un programme qui a divisé la nation américaine. Dans une démarche de réconciliation politique, la vice-présidente des États-Unis explique que ce serait une bonne chose pour les Américains qu'il y ait un ministre républicain dans son gouvernement en cas de victoire démocrate. Merci, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Fali Louba, docteur en communication, enseignant-chercheur à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée, et Demba Gueye, analyste politique, docteur en analyse du discours. Nous allons parler du livre Bilan sur les 12 ans de gouvernance de Macky Sall. RFM Sport. Malal Junior Diagne qui s'installe pour la page des sports. Bonjour Malal. Bonjour Georges. Alors Aliou Cissé qui a fait appel à 25 joueurs pour affronter le Burkina Faso et le Burundi. Ce sera à partir du 6, le match contre le Burkina Faso, ce sera à Dakar. Aliou Cissé était face à la presse ce matin, occasion de dévoiler cette liste mais également de répondre aux questions de la presse, échange auquel a assisté sur le Tcham. Une liste de 26 joueurs marquée par la sélection de El Hadj Malik Diouf, une autre pépite du football sénégalais. Le sélectionneur Aliou Cissé parle de lui. El Hadj Malik, c'est un garçon qui fait un très très bon début de saison avec le Slavia de Prague. Nous sommes dans le souci de le renforcer sur les côtés. Aujourd'hui, sur ce côté gauche-là, on a Jacob qui est là. Ismaïla a pu jouer aussi, il a été efficace, mais c'est vrai qu'avoir un garçon comme Diouf, c'est un bon pédigré. Il n'a que 19 ans. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, constituée de nos U17, U20, U23. J'ai vraiment espoir pour le football sénégalais. En ce début de saison, dans les différents championnats, Aliou Cissé craint un peu le manque de compétition de ses joueurs. Il n'y a eu que 2 journées. Certains de nos garçons ont beaucoup joué, mais d'autres ont peu joué. Mais si on regarde bien aujourd'hui la constitution de cette équipe-là, on a pratiquement plus de 18 joueurs qui sont dans les championnats majeurs. Pour moi, ils viendront en tout cas dans cette sélection-là en ayant au moins du temps de jeu. Mais nous sommes conscients que ces matchs du mois de septembre, c'est les matchs les plus difficiles pour un entraîneur. Pour ce premier match des éliminatoires de la CAN, le Sénégal rencontre l'équipe qu'il avait éliminée lors de la demi-finale de la CAN 2022. Une rencontre soldée par une victoire du Sénégal après un match âprement disputé, d'où la nécessité de bien respecter l'adversaire, le Burkina Faso. L'équipe qui est constituée de très bons joueurs, des joueurs qui jouent partout en Europe. Effectivement, la génération de Traoré est finie. C'est la génération qu'on avait joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et puis ce fameux demi-finale de la CAN 2022. Et vous avez vu comment le match a été, ça a été des matchs difficiles. Je n'attends pas moins contre le Burkina Faso en réalité vendredi ici. C'est pour cela qu'il est très 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 important pour nous de nous concentrer et de bien préparer cette rencontre-là parce qu'il est important de rentrer dans ces éliminatoires-là en approchant les 3 points déjà chez nous. Selon toujours les propos du sélectionneur Aliou Cissé, cette liste de 26 joueurs pourrait connaître des changements. Les changements également ont été au menu des débats entre Aliou Cissé et les journalistes, surtout au niveau du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal, avec le départ de Régis Bogart, mais également avec l'arrivée de Pape Bouna Thiaw comme premier adjoint de l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé a répondu à ces questions, a donné des explications sur ce qui a motivé ces différents changements. Il est toujours au micro de Sodetiam. Mais effectivement, le poste d'adjoint a toujours été un poste sénégalais. Si je me trompe, DTM, il me rectifie.
C'est à mon arrivée que j'ai apporté Régis. Et je peux vous garantir qu'en 10 ans, on a tout entendu ici. Et ça me fait plaisir quand il est parti que maintenant les gens parlent de lui et qu'on essaye de... Mais c'est un choix personnel de Régis. Donc à partir du moment où c'est un choix, nous ne pouvons que le respecter. Mais je veux dire que Régis et moi, c'est depuis mes 13 ans. Là où je suis, il y a contribué par son expérience, par son vécu, par sa connaissance du football. Donc il n'y a rien qui peut se passer entre Régis et moi. Absolument rien. Là où nous sommes, comme je le dis, ce n'est pas le mode des bisounours. On ne vient pas pour se faire des smacks sur la bouche ou bien être... Non, par moment c'est tendu. Et que Pape soit là, c'est une fierté pour nous. Voilà, de continuer justement l'air et surtout la mentalité de dire que les fils de ce pays-là sont capables aussi d'entraîner cette équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça qui est important. Je sens que c'est un garçon loyal, je le connais très bien, je le connais depuis plus de 30 ans. Voilà, donc pour moi, il a la compétence pour être à ce poste-là et il le mérite. Préparateur physique ici au Sénégal, en tout cas moi quand je suis arrivé, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, on en a de plus en plus. Il y a des gens qui se forment, qui se dirigent vers la préparation physique. Nous, Hussein en fait partie, nous le souhaitons aussi de bienvenue parce qu'il est compétent, il connaît les joueurs, il connaît la mentalité en réalité du haut niveau. Les phases nationales des Navetan avec les débuts des compétitions aujourd'hui à Mbaké, Momseré joue contre l'équipe de Ndar Gundaou. Momseré, une équipe de Diourbel. Réveil de Saint-Louis défie Djambar de Diourbel. Ocas de Diourbel contre l'équipe de Cité Lamine de Thiès. Afia de Kédougou défie Yonundam de Diourbel, Georges. Alors, Malal Junior Diagne, les Jeux paralympiques, après Alun Dramé hier, Idrissa Keita entre en lice ce vendredi. Ce sera donc le deuxième athlète sénégalais qui va compétir dans ces Jeux paralympiques en France. Yoronian, chef de délégation que nous avons transformé en l'occasion en chroniqueur, nous fait le point et la situation du groupe Sénégal. La compétition d'hier, c'était pour les classements. Ils sont 32. Maintenant, c'était pour vérifier le classement pour le programme d'aujourd'hui. Ce qui permet à Aliou de croiser aujourd'hui l'Indien Rakesh Kumar en 16e de finale. Aliou a battu hier son record personnel et s'est placé 26e sur 32. Aujourd'hui à 15h47 heure de Dakar, 13h47 heure de Paris, ou je voulais dire 13h47 heure de Paris, 15h47 heure de Dakar, il va se découdre en 16e de finale. Voilà Georges, c'est tout pour les actus sport. Merci. Malal Junior Diagne, c'était la page des sports. La presse de ce vendredi 30 août 2024, lecture et commentaires. Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le livre blanc du président Macky Sall en réponse au projet de Diomaye et de Sonko. Non, tout sauf des ruines. Nous ne vous avons pas légué des reliques. Chiffres à l'appui, l'ex-régime renvoie le duo dans ses cordes. Les confrères se délectent bien sûr de ce duel affleureux moucheté par presse interposée. Beno au bon souvenir relève du coup le journal Le Quotidien, Macky en chiffres, en lettres, signale le journal Les Échos. La paire défend son bilan, constate enquête. Beno blanchit Macky Sall, écrit Le Quotidien. La paire livre son combat contre le projet, constate Besbi le jour. Les bannis de la dernière présidentielle font l'inventaire de leur gestion, soutien sur ça. Le Quotidien, qui pose le contexte à sa page 11, écrit ce qui suit. C'est à travers un livre bilan du président Macky Sall que les membres de Benno Bokk Yakaar ont listé les réalisations de leur leader. Le premier satellite mis en orbite, tout comme les autres réalisations dans divers domaines d'activité, n'ont pas échappé à la loupe des anciens ministres qui se sont succédés au micro hier au siège de l'APR. Les anciens ministres, justement, Maître Oumayoum, ancien ministre des Forces armées, dit on commence à regretter le président Macky Sall et de soutenir ensuite que l'ancien régime ne cédera pas à l'intimidation. À l'exception notaire d'Amadouba, l'ancien capitaine de Benno Bokk Yakaar, à la dernière présidentielle, elles ont été nombreuses les figures de l'ancien régime à répondre présent hier, à monter au créneau pour défendre l'ancien régime. À son accession au pouvoir, la rationalisation des institutions a été l'un de ses plus vastes chantiers, dit Maître Youm. Sur la rationalisation des dépenses publiques, plus de 133 milliards de francs CFA d'économie, eau, électricité, téléphone, voitures, logements, agences, on a coupé partout. Le livre bilan indique que ce sont là les postes qui crèvent le budget. Sur la fiscalité, il souligne que des mesures avaient renforcé le pouvoir d'achat. Pour Besbi le jour, la paire engage le combat contre Diomaye
Diomaye Faye par le bilan. Selon Maître Sidiki Kaba, cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente aux déclarations populistes. Vous verrez sous peu des baptêmes d'enfants qu'ils n'ont pas enfantés. Rai Maître Youm, Mansour Faye réclame purement et simplement le retour de Macky Sall. Réumi Quotidien parle des répliques chiffrées de Benno à Sonko. Selon Maître Youm, Adioma et Sonko qui parlaient donc d'être en ruine, Macky et ses camarades répondent par leur réalisation. Selon le journal L'Info, ce livre a été réalisé avant tout pour blanchir le président Sall, éviter l'oubli. La parole populiste ne saurait ternir le legs de l'ex-chef de l'État, a soutenu Maître Sidiki Kaba, car PASTEF est dans la continuité du plan Sénégal émergent. Benno PASTEF, les escarmouches à l'Assemblée nationale, les premières salves, ou plutôt les dernières selon le témoin, les dernières entre les deux avant la dissolution. Mais le journal rapporte que le Conseil constitutionnel avertit le président, pas de dissolution avant le 12 septembre prochain. Mes sources indiquent que PASTEF fait face à un dilemme. Cependant, beaucoup pensent qu'il faudrait attendre au moins le vote du budget 2025 qui doit être effectif le 31 décembre au plus tard avant de dissoudre l'Assemblée, vu que les délais impartis sont trop courts. PASTEF est aussi obligé de trouver un compromis pour régler le problème du parrainage dont le délai doit être raccourci pour la tenue obligatoire de législative dans un délai de 90 jours. Sur la dissolution du ACCT et du CES, l'Assemblée a enclenché la procédure. Le quotidien constate que les parlementaires reprennent leur pouvoir. La commission des lois convoquée demain. Selon Maître Youm, ancien président du groupe parlementaire de Benno, les parlementaires doivent rejeter le projet. Dans Bosby les jours, Babacar Abambaye parle d'approche cynique pour Amadouba de PASTEF. Chaque député sera renvoyé au programme de son candidat. C'est l'échauffement avant la bataille à l'hémicycle, constate Bosby les jours. Dans le journal Bosby les jours toujours, dit que sûreté urbaine, commissariat central, la police fait peau neuve. Barassan Kharé, l'homme des forces spéciales et forces occultes et réprimées, Adramessar de la DIC au frigo des ressources humaines, Mamadou Tendeng, commissaire central, Wali Kamara à l'aéroport. Le journal Enquête parle de remue-ménage au sommet de la police nationale. Dans le journal Le Soleil, la coopération, immigration irrégulière, situation au Sahel et à Gaza, Dakar et Madrid affichent leur position. Le président Diomaye Faye et son hôte, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, ont signé des accords. Madrid veut une migration ordonnée. Dakar préconise une coopération plus étroite. Convergence de vues sur la guerre à Gaza. Note encore la publication. Les nouvelles de Naboulé, c'est dans l'affaire du double meurtre à Pékin Technopole. Eh bien, Naboulé, qui a été envoyé en prison en même temps que toute la bande, eh bien, Nabou vit mal la prison. L'Obs nous dit c'est presque la déprime totale. Elle occupe la chambre 5. Elle a eu droit à plusieurs appels pour la consoler. L'assistance sociale est venue en renfort. Il y a eu aussi la consolation de ses co-détenus qui l'aident à traverser l'épreuve. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h36, on en arrive à Point de Vue. Aujourd'hui, nous évoquons le livre bilan sur les 12 ans de gouvernance de Macky Sall, rendu public hier par les responsables de l'Alliance pour la République. Pour en parler, Falilou Ba, docteur en communication, enseignant-chercheur à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée. Bonjour Falilou Ba. Bonjour. Avec nous également Demba Gueye, analyste politique, docteur en analyse du discours. Bonjour Demba Gueye. Bonjour Jean-Luc. Alors Demba Gueye, je démarre avec vous. L'Alliance pour la République qui a publié hier un livre bilan sur les 12 ans de gouvernance de Macky Sall. D'abord, est-ce qu'il y a pertinence à répondre par un livre bilan au régime, au Premier ministre Ousmane Sonko qui disait qu'ils ont trouvé un pays en ruine? Bon, il essaye de se justifier, apparemment il essaye de se justifier, il essaye de faire croire à l'opinion publique que la description qui a été faite par le nouveau régime du bilan de Macky Sall est une fausse description. Voilà ce qu'il essaye de faire. Mais la réalité, elle est très têtue, Georges. Vous savez, le bilan de Macky Sall, c'est un bilan mitigé, très mitigé. Moi, à mon avis, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que j'ai pas suivi la conférence de presse. J'ai lu les informations que j'ai eues, je les ai eues à travers ce que la presse en a dit. Mais quand on regarde les informations, on a l'impression qu'ils nous décrivent un autre Sénégal
et nous décrivons notre bilan. Ils sont en train de faire, ou bien ils ont fait en tout cas ce qu'on appelle une approche politique qui consiste à décrire la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit, mais non telle qu'elle est. On décrit la réalité, on décrit le Sénégal tel qu'il voudrait que cette coalition Benno Bokk Yakaar voudrait que le Sénégal soit, mais non tel que le Sénégal est réellement, tel que le bilan de Macky Sall est réellement. Parce que vous voulez dire qu'ils sont dans leur rôle? Ils vous parlent de l'économie comme si véritablement Macky Sall a fait des prouesses extraordinaires en matière d'économie. Il vous parle de la croissance moyenne. Vous savez, ils choisissent toujours ces éléments qu'ils pensent que c'est des éléments positifs, mais ils occultent la vraie réalité, ils occultent le vrai problème. Ils ont choisi le taux de croissance comme argument pour montrer que véritablement Macky Sall a été un champion de l'économie. Ils ont parlé des réformes fiscales, ils ont parlé de la modernisation du secteur agricole, mais tout le monde sait que tout cela, c'est pas conforme à la réalité. Aujourd'hui, sur le plan économique, le bilan économique de Macky Sall est un bilan catastrophique. Vous pouvez interroger les économistes, ils vous diront que c'est un bilan catastrophique. Macky Sall a trouvé la tête du Sénégal vers le taux d'endettement du Sénégal vers 60%. Aujourd'hui, il l'a amené à combien, Georges? Il l'a amené à 80%. Cela veut dire quoi? Que toutes les réalisations que l'on chante en matière d'infrastructure, vous voyez, c'est un autre point sur lequel ils ont beaucoup insisté, les infrastructures, le TER, le BRT, les autoroutes. Mais tout le monde sait que ces réalisations-là, ces infrastructures-là ont été possibles parce que Macky Sall s'est beaucoup endetté. Parce que Macky Sall a entraîné le Sénégal dans un taux d'endettement inédit qui dépasse même les critères de convergence au niveau de l'UEMOA. Les critères de convergence, je rappelle, fixent le taux d'endettement à 70% maximum. Aujourd'hui, le Sénégal est à 80%. Il y en a même des économistes qui vous disent, je ne suis pas économiste, mais moi je suis analyste du discours politique. Je m'intéresse à tous les discours, y compris le discours économique. Vous voyez, il y a des économistes qui vous disent que le taux d'endettement du Sénégal dépasse 80%, parce qu'on n'y met pas généralement la dette intérieure. Aujourd'hui, la situation économique du Sénégal est une situation catastrophique, parce que Macky Sall a pris beaucoup d'argent, il a emprunté beaucoup d'argent, et à mon avis, il a mal... Parce qu'on ne parle pas de l'utilité des infrastructures, on ne parle pas de l'utilité du TER, on est d'accord que c'est utile, on ne parle pas de l'utilité du BRT, on est d'accord que c'est utile, mais est-ce que c'était vraiment opportun? Parce qu'entre utilité et opportunité, il faut véritablement faire un choix. Entre le BRT, le TER et l'emploi des jeunes, entre le BRT et le panier de la ménagère, qu'est-ce qu'on choisit? Voilà véritablement les questions sur lesquelles il fallait débattre. Et moi, je pense que Macky Sall s'était enfermé dans une bulle. Il a pensé que, c'est ce que je dis souvent, quand il propose un programme aux Sénégalais, il pense qu'ils sont les seuls, ils sont les messies, et que tout ce qu'ils disent en termes de programme, en termes de propositions, ce sont les meilleures idées. Mais véritablement, il y a des problèmes, parce qu'aujourd'hui, si on fait la balance entre l'opportunité de construire le TER, entre l'opportunité de créer le BRT, et l'emploi des jeunes, les milliers de jeunes qui meurent dans les océans, le panier de la ménagère, la pauvreté endémique qui s'accentue au Sénégal, moi, si on m'avait demandé de choisir, je choisirais facilement la deuxième option sans réfléchir. Alors, je reviens à vous, Demba Gueye Falilou Ba, docteur en communication, enseignant-chercheur, je le disais, à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée. Alors, monsieur Ba, est-ce que ce que nous ont servi hier les responsables de l'Alliance de la République, est-ce que cela peut passer aux yeux de l'opinion? Ils n'ont fait état que des fortes réalisations qui ont été réalisées par Macky Sall. Bref, un bilan matériel tout court. En tout cas, en fait, je pense que, pour reprendre au début, exercer le pouvoir politique, finir d'exercer un pouvoir politique et tirer un bilan de son exercice du pouvoir politique constitue, à mes yeux, dans les règles de l'exercice du pouvoir politique, un acte politique fortement recommandé. Il est fortement apprécié et il est fortement républicain. En cela, le livre sur le bilan de l'exercice du pouvoir de Macky Sall est une démarche de gouvernance politique à comprendre et à saluer. Mais pour moi, c'est plutôt le timing de la sortie de ce livre qui donne matière à s'interroger. Les délais qui séparent le départ du pouvoir et la sortie du livre bilan du pouvoir, qui ne dure que 5 mois au maximum. 5 mois. Oui, ça c'est trop proche et c'est même trop rapproché.
pour qu'on puisse se demander, mais pourquoi le livre, mais pas, on ne se demande pas pourquoi le livre, mais on se demande pourquoi cette précipitation. En tout cas, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est que si c'était au football, on aurait assimilé ça à un contretemps. Si c'est au théâtre, on aurait dit que c'était un faux raccord. En tout état de cause, en communication politique, on pourrait dire, sans risque de se tromper, que en fait, le timing du discours n'est pas adapté, pour deux raisons au moins. D'abord, le désaveu du pouvoir politique exercé par Macky Sall avec la défaite de son camp politique lors des élections de mars 2024 sont encore très vivaces et sont encore très proches chez les plus de 50% des électeurs qui ont voté contre lui. C'est même plus de 50% des électeurs qui ont porté au pouvoir les nouvelles autorités n'ont pas encore suffisamment de temps ni suffisamment de raisons pour désavouer les leaders politiques. Voulez-vous dire qu'ils anticipent déjà sur les prochaines législatives? C'est ça. Donc moi, quel que soit le bilan qui est vanté, pourtant, malheureusement, il satisfera les fidèles de Macky Sall, qui ont toujours pour lui, mais ça ne changera en rien. Il ne pourra pas conquérir les nouveaux concurrents. Donc ce livre bilan, à mon avis, en ce temps précis, ne changera en rien la configuration politique du moment. Et vous l'avez dit, et vous l'avez justement dit, est-ce qu'en fait c'est la période? Parce qu'en réalité, les gens nous oublient qu'en fait, en politique, il y a des périodes, et pour chaque période, il y a un type de communication. Or, avant mars 2024, on était en période, ce qu'on appelle d'élection. Et en ce moment-là, pour moi, c'est en ce moment-là que ce livre-là avait son importance et son opportunité. Parce que des réalisations, quoi qu'on puisse dire, il y en a eu. Il y en a eu de grandes réalisations. Il y a aussi eu de grandes maladresses, de grandes fautes. Mais quand même, c'était ce moment-là où c'était le moment opportun pour sortir un livre et en faire un argument politique. Mais aujourd'hui, on a dépassé les élections. On est dans ce qu'on appelle en communication politique le temps du post-élection. Alors, le temps post-élection, c'est beaucoup plus les journalistes comme vous qui devaient prendre la parole pour rappeler aux leaders qu'on a élus leurs promesses et également rappeler aux électeurs les attentes qu'ils doivent avoir de leurs leaders. Donc je pense que dans tous ces cas, il y a en réalité un timing qui n'a pas été bien respecté. Et dans ce cas-là, je pense que ce livre-là n'aura pas l'effet, en tout cas pour le moment, l'effet escompté. Je reviens à vous dans un instant, Falilouba. Demba Gueye, qui pour faire le bilan immatériel de Macky Sall, les écarts dans les gestions, les failles relevées tout à l'heure par Falilouba? Quand on sait que tout n'a pas été blanc avec lui, hein. Mais bien sûr que tout le monde n'a pas été rose, comme on dit, tout le monde n'a pas été blanc. Moi, je pense que les Sénégalais, d'abord, ont fait le bilan le 24 mars 2024. Ils ont fait le bilan de Macky Sall en le sanctionnant au niveau des urnes. C'est assez évident, c'est assez clair. Mais le bilan de Macky Sall, c'est un bilan... il y a un retour. Est-ce que vous n'avez pas des casques, des écouteurs, des kits oreillettes par exemple? Oui, certainement. Voilà, essayez de les enlever. Je disais que le bilan de Macky Sall, ce sont les Sénégalais qui l'ont fait. Ils l'ont fait le 24 mars en le sanctionnant au niveau des urnes. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de Macky Sall, il y a plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Mon collègue l'a dit. On ne peut pas nier l'existence des réalisations infrastructurelles. Mais un pays, ce n'est pas que ça. Le plus important dans une nation, c'est la question de la justice. Et aujourd'hui, là où le président Macky Sall a véritablement échoué, c'est sur les questions de la justice. Ils ont parlé, lors de ce point de presse, j'ai lu dans la presse, ils ont parlé du bilan de Macky Sall concernant la justice. Moi, je me demande comment ils ont fait pour regarder les Sénégalais en face pour faire un bilan sur la question de la justice. Ils ont dit que oui, Macky Sall a renforcé l'état de droit et il a lutté contre la corruption. Moi, je me demande de quel Macky Sall il parle, de quel Sénégal il parle. Moi, je pense que le bilan de Macky Sall sur le plan de la justice, c'est une infrastructure, comment dirais-je, c'est une organisation, une institution, l'OFNAC, qu'ils ont créée. Ils en ont parlé. C'est une institution qui s'appelle l'OFNAC, qu'ils ont créée, mais qui était véritablement engagé pour le pouvoir, pour faire véritablement ce qu'il voulait.
Demba Gueye, est-ce que vous pouvez réajuster votre téléphone? La première présidente, Seynabou, je ne sais pas comment. Seynabou Diakhaté. Le nom de famille. Seynabou Diakhaté. Diakhaté. Beaucoup de rapports, qui a été très courageuse dans sa démarche, mais dont les rapports n'ont absolument servi à rien. Le bilan de Macky Sall, c'est des détournements avec des personnes impunies, avec des personnalités impunies. Le bilan de Macky Sall, c'est des magistrats de la Cour des comptes qui ont été chassés par un ministre. Voilà. Et lequel ministre a été promu après avoir commis ce force contre les institutions de la République. Le bilan de Macky Sall, c'est l'argent de la Covid, le monde sait, 1000 milliards, dont une partie a été cotisée par des Sénégalais, qui a été détournée en toute impunité. Le bilan de Macky Sall, c'est quelqu'un, un des proches de Macky Sall, je peux le nommer Arbango, qui est venu sur un plateau de télévision pour déclarer publiquement qu'il a volé de l'argent et qu'il connaît des voleurs et qu'il lui-même, il jouait le rôle d'intermédiaire pour détourner les deniers publics. Il n'a jamais été inquiété pour autant. Le bilan de Macky Sall, c'est des restrictions de liberté. C'est plus de 1000 prisonniers politiques, avec une police politique, une justice à problème. Sincèrement, moi je me demande comment ils ont pu faire pour dire cela, regarder les Sénégalais dans les yeux et leur dire que oui, Macky Sall a renforcé l'état de droit. Merci. Et Macky Sall a lutté contre la corruption. Je me demande de quel bilan il parle. Merci Demba Gueye, analyste politique, docteur en analyse du discours. Le premier président de l'OFNAC, c'était, je pense bien, c'était Nafi Ngom Keïta, qui a été donc la première présidente de l'OFNAC. Alors, Falilou Ba, je termine avec vous. La main de Macky Sall serait-elle derrière ce livre blanc? Oui, en réalité, je pense que pour revenir à l'opportunité, à la pertinence, qui a commandité, pourquoi on a commandité ce livre blanc de l'exercice du pouvoir politique de Macky Sall, etc. Mais je me dis en réalité, mais finalement, est-ce que, en fait, il n'y a pas des questionnements, comme vous le faites si bien, qu'on doit en réalité avoir par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas une tentative finalement de justification par l'ancien régime de fautes de gestion politique qui ont été commises, et tout le monde le sait, au moment aujourd'hui où est lancée la campagne de reddition des comptes. Et automatiquement, on nous sort un livre bilan qui lave à grande eau ce régime passé. Ensuite, est-ce que ce n'est pas une tentative de revanche prise par le président sortant et son camp qui veut en réalité vanter leur grande et leur sublime réalisation et rendre les Sénégalais nostalgiques de leur magistère? Est-ce que ce n'est pas une tentative du camp opposé de semer la zizanie entre les populations et leurs nouveaux mentors, dont les promesses miroitées peinent encore, il faut le dire, à éclore? Parce qu'encore, comme je le disais plus tard, ils n'ont pas encore suffisamment de temps et ce n'est pas encore suffisamment de réalisation. Donc, pour moi, c'est de bonne guerre, à la politique comme à la politique. Je pense que chacun est dans son camp. En tout cas, l'opposition est dans son camp. Cette nouvelle opposition est dans son camp et veut en réalité montrer se laver à grande eau. Et puis peut-être conquérir également d'autres combats politiques. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le régime, pour ne pas être un nihiliste, le régime sortant a fait des réalisations. Ces réalisations, ils les ont calquées pratiquement et essentiellement sur du matériel. Or, ils ont également défait beaucoup de choses. Et ce qu'ils ont défait est, moi, à mon avis, plus profond, parce que c'est des valeurs. C'est les valeurs de dignité, c'est les valeurs de probité. Et aujourd'hui, on n'attend pas moins des autorités nouvelles à remettre le Sénégalais dans sa vraie dimension. Un Sénégalais de dignité, un Sénégalais honorable, un Sénégalais qui sait sauvegarder les biens du Sénégal et un Sénégalais qui cherche. Parce qu'à un moment donné, on a été dans un Sénégal à plusieurs vitesses où tous les moyens étaient bons pour s'enrichir, même à marcher sur les Sénégalais. Je pense que c'est ça qu'il faudra rétablir et je pense qu'on n'attend pas moins des nouvelles autorités et que ce livre bilan-là, en réalité, ne va rien changer parce que les gens sont encore dans leur position et nous sommes en train de regarder, la population veille, les journalistes veillent. Merci.
Tout le monde est là. Merci Falidouba, docteur en communication, enseignant-chercheur à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée. Merci au professeur Demba Gueye, analyste politique, docteur en analyse du discours. C'était Point de vue et c'est la fin de cette édition. Merci à Aliouba qui a assuré la partie technique, Abdou Thiam à la réalisation, El Hadj Ndiogoudien à la coordination, El Hadj Ndiogoudien que vous allez d'ailleurs retrouver à 13h pour le grand journal en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.